Ça fait maintenant 2 semaines que la coque de mon bateau s'est fracassée contre cet iceberg gigantesque que vous voyez là, et pour être très honnête avec vous, eh bien je commence à me faire pas mal chier. Il fait nuit noire, autour de moi je vois qu'un océan sombre à perte de vue, et je n'ai pour seule compagnie qu'une seule chose, l'histoire de cet iceberg. Lors de ma dernière expédition, je vous ai raconté ce que j'y ai vu en surface, mais depuis j'y ai mis la tête sous l'eau, et j'ai vu des trucs encore pires. Attrapez vos meilleurs popcorn, car je vous souhaite, chers amis, la bienvenue dans la partie 2 de l'iceberg des mystères irrésolus. Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Je suis en train de me faire des petites vacances. Je suis en Asie, je voyage entre l'Inde, Abu Dhabi et la Thaïlande et ça fait un bien fou. Mais j'ai un petit souci. Là, je viens d'arriver dans mon hôtel, j'avais envie de regarder Netflix et Squid Games 2, en fait, la nouvelle saison qui vient de sortir, et je suis tombé sur ce message-là. Votre offre n'est pas disponible dans cette région. Mais pas de souci, j'ai juste à activer CyberGhost VPN d'un clic et hop, à moi Squid Game 2. Mais ça, c'est la partie immergée de l'iceberg. Car en Inde, j'ai découvert les films de Bollywood et je crois que je pourrais pas m'en passer. C'est assez dingue car je peux changer le pays de mon VPN en un clic. Il y en a plus de 100 et débloquer tous les catalogues de films, séries et dessins animés des pays en question. Par exemple, si je choisis l'Inde avec CyberGhost VPN, tout leur catalogue Netflix s'ouvre à moi. Et c'est pareil si je veux les derniers blockbusters américains ou avoir accès aux tout derniers dramas coréens en exclusivité. Me jugez pas SVP. Mais tout ça, c'est juste la cerise sur le gâteau d'utiliser CyberGhost VPN. Car au-delà de vous ouvrir sur le monde, CyberGhost VPN va surtout devenir une réelle protection numérique. Perso, je l'ai activé sur mon téléphone en permanence et c'est un véritable bouclier numérique. Vos données personnelles, protégées. Votre adresse IP, masquée. Vous devenez un véritable petit fantôme en ligne, vous êtes protégé des hackers et pouvez utiliser des Wi-Fi publics, comme par exemple des gares ou des aéroports, sans crainte pour votre vie privée. En plus de ça, un seul abonnement suffit pour protéger jusqu'à 7 appareils. Votre téléphone, ordinateur, tablette et ceux de vos conjoints sont couverts. CyberGhost VPN, c'est plus de 38 millions d'utilisateurs, avec une note très haute par plus de 20 000 personnes. Ils sont installés depuis des années et très honnêtement, tout le monde devrait avoir un VPN à portée de main en 2025. Le prix pour cette liberté et sécurité coûte moins cher qu'un café en campagne. Car je vous propose une massive réduction de 83% avec 4 mois offerts. Vous avez même une période d'essai de 45 jours. Donc honnêtement, le seul risque serait de ne pas essayer. Le lien est juste sous la vidéo, alors foncez. Violette Ripken. On est le mardi 24 juillet 2012 dans la ville d'Aberdeen dans le Maryland. Violette Ripken commence sa journée comme à l'accoutumée, mais ce matin-là, l'accoutumée c'est pas ce qui va arriver. Sa routine est brutalement interrompue. Un homme armé fait irruption dans son garage, la contraint à monter dans sa propre voiture et va lui bander les yeux. L'homme va ensuite se mettre au volant avec Violette derrière, attachée et impuissante. Et là, eh bien, il s'en va. Les heures passent, la voiture roule et personne ne sait ni où ils vont, ni pourquoi ils y vont. Violette est consciente, Violette est en bonne santé, mais elle est aveuglée par le bandeau sur ses yeux. Pendant près de 24 heures, elle va être tenue captive, derrière, conduite à travers diverses localités du Maryland. Son ravisseur, bien que menaçant, va même lui offrir de la nourriture et des cigarettes, créant une atmosphère un peu bizarre, à moitié chemin entre menace et sollicitude. Avance rapide au lendemain matin. Le voisin de Violette va remarquer une voiture stationnée devant chez elle, ou en tout cas pas très loin. Une voiture étrange qu'il n'a jamais vue ici auparavant. Il va s'en approcher, va regarder un petit peu à qui elle appartient, et là, il va voir Violette à l'intérieur, ligotée, en train d'agiter un vêtement pour attirer l'attention. Évidemment, elle va être rapidement secourue, indemne, mais profondément ébranlée par cette épreuve. Et là, eh bien, malgré une enquête approfondie, incluant la diffusion d'images de surveillance du suspect dans un magasin Walmart, l'identité et les motivations de l'agresseur demeurent un vrai mystère. Il n'y a aucune demande de rançon qui n'a été faite et il n'y a aucun lien de famille entre cette personne et la famille Ripken. C'est vraiment trop bizarre et il n'y a aucune raison, aucun motif pour avoir fait ça. C'est incompréhensible. Et c'est là en vérité tout le mystère derrière cette histoire. L'homme l'a braqué, l'a ligoté quand même, et il s'est baladé dans tout le Maryland pendant 24 heures avec elle derrière pour rien du tout. Personne ne le reconnaît malgré les photos, et il ne semble y avoir aucun motif valable. C'est trop bizarre. Un an plus tard, pas de bol, rebelote. Violette est de nouveau confrontée à la violence, cette fois-ci dans le parking d'une banque. Un homme tente de lui voler sa voiture sous la menace d'une arme, mais cette fois elle déclenche l'alarme de son véhicule, ce qui va faire fuir l'agresseur. Un suspect va rapidement être arrêté, mais aucune connexion ne sera faite avec l'enlèvement de l'année d'avant.
En 2021, feu Violette Ripken s'éteint à l'âge de 82 ans, emportant avec elle les souvenirs de ces événements troublants et peut-être les dernières réponses dont on avait besoin. Et malheureusement, je pense aussi qu'avec elle s'est envolé la plupart des réponses possibles de son enlèvement en 2012 parce que du coup, il n'y a pas eu de réponse depuis lors, ça fait 15 ans bientôt, et je pense pas qu'il y en ait avec les années à venir. Ada Constance Kent. Le 6 mars 1939, Ada Constance Kent, une actrice britannique autrefois très connue, est aperçue pour la dernière fois dans un pub de son village. Comme d'habitude, elle achète un paquet de cigarettes avant de rentrer chez elle. C'est vraiment le parcours classique. Mais le truc qui va changer, c'est qu'après cette soirée, plus personne ne la reverra jamais. Les jours passent, puis les semaines passent, et Ada ne donne plus aucun signe de vie. Au début, ses amis supposent qu'elle s'est peut-être absentée, volontairement, peut-être éventuellement pour rendre visite à de la famille, ou prendre un peu de recul. Mais au bout de 3 mois, ça commence à faire long, et l'inquiétude monte. Une amie proche d'elle signale finalement sa disparition aux autorités. Et là, lorsque la police se rend dans sa maison, tout, absolument tout, est anormal. La porte d'entrée est déverrouillée, légèrement poussée, mais aucune trace d'effraction, personne n'est rentré, tout semble en place et il ne manque rien. Pas de mobilier, pas d'argent, rien du tout. Il y a même encore le dîner qui est là, sur la table, comme si Ada s'apprêtait à manger, sauf qu'elle a disparu depuis des mois déjà. En fait, dans la maison, tout semble normal. Près de la cheminée, il y a un livre, un exemplaire de Roméo et Juliette qui est ouvert, comme si elle venait juste de le lire. Aucun signe de lutte, aucune trace de départ, rien. Les recherches, évidemment, ne donnent rien, Ada Constance Kent s'est volatilisée et les gens sont unanimes. L'affaire aurait pu rester un simple cas de disparition plus ou moins bizarre, mais vous me connaissez, un rebondissement inattendu arrive 9 ans plus tard. En 1948, la banque va détecter une activité sur son compte bancaire. Quelqu'un a effectué un dépôt. Et là, évidemment, qui pourrait utiliser le compte d'une femme disparue depuis près d'une décennie ? Cette nouvelle info va pousser la police à retourner sur les lieux, à réouvrir l'enquête qui n'était pas vraiment fermée et à fouiller une nouvelle fois le cottage. Et cette fois, ils vont y découvrir quelque chose de terrifiant. Un squelette humain est retrouvé dans une pièce du cottage. Il est vêtu de vêtements féminins et repose juste à côté du lit. À ses côtés, il y a une bouteille en verre vide portant la mention poison qui est abandonnée sur le sol, un petit peu cachée. Et là, du coup, on pourrait se demander, est-ce que c'est un meurtre ? Évidemment, l'enquête s'oriente d'abord vers une explication évidente, ce cadavre est celui d'Ada et elle a été retrouvée. Mais évidemment que c'est pas si facile. Les analyses révèlent une vérité bien plus troublante. Ce corps, ce squelette, ce n'est pas Ada. Et si ce n'est pas Ada, alors qui est-ce ? Et là, la question qui me travaille le plus, c'est comment un cadavre a pu rester dans cette maison aussi longtemps, cette maison qui a été fouillée par des amis, par des forces de l'ordre, n'a jamais pu être trouvée, ou en tout cas a été posée ici après coup. Pourquoi ? Comment ? Et surtout, qui sait si c'est pas Ada, qui est ce cadavre ? Et surtout, mais où est Ada Kent si ce n'est pas elle le cadavre ? Où elle est ? Un mystère qui, à ce jour, demeure sans réponse. Asha de Gris. Le 14 février 2000, Asha de Gris, une enfant discrète et studieuse, disparaît sans explication. C'est une petite fille de 9 ans et au beau milieu de la nuit, elle va se lever silencieusement, elle va prendre son sac à dos et elle va quitter la maison familiale. Toute seule, sous la tempête parce qu'il pleut énormément, elle va marcher le long de l'autoroute, c'est la nuit, il fait sombre, il pleut des cordes, et elle va disparaître dans les bois. Depuis ce jour, personne ne l'a revue. La veille de la disparition, Asha et son frère regardaient la télévision, puis ils se couchent dans leur chambre qu'ils partagent. À 2h30 du matin, Harold, le père, se lève pour aller jeter un coup d'œil à ses enfants. Asha et son frère dorment profondément et tout va bien. Pourtant, moins d'1 heure plus tard, elle quitte la maison. Sous une pluie battante et dans l'obscurité la plus totale, à un moment donné, et c'est normal, 2 conducteurs vont s'apercevoir d'elle. L'un d'eux, inquiet, va s'arrêter sur le côté et va lui proposer de l'aide. Et là, le problème, c'est que Asha prend peur, elle est effrayée et elle se met à courir tout droit dans la forêt. Au petit matin, évidemment, sa maman, et qui l'a dit gris, va pousser la porte d'entrée de sa petite fille et voir qu'elle n'est plus là, qu'il y a encore ses affaires, mais que elle, malheureusement, est plus là du tout. Les vêtements qu'elle portait la veille sont toujours là, mais son sac à dos et quelques petites affaires personnelles manquent. Évidemment, la famille va immédiatement alerter la police. Des battues vont être organisées, des chiens renifleurs lancés sur sa trace, et ils vont la retrouver. Mais pas pour bien longtemps. En fait, ils vont perdre sa trace près de la forêt où elle a été vue pour la dernière fois.
Quelques jours plus tard, des objets lui appartenant vont être retrouvés, dont un ruban à cheveux, et juste à côté de l'entrée de la forêt. Encore une fois, mais la piste est plutôt bloquée parce que tout amène à cet endroit, mais rien d'autre. Et surtout, aucune trace de l'enfant. En 2001, soit plus d'1 an après la disparition de l'enfant, un élément choquant relance l'affaire. Le sac à dos d'Asha est retrouvé enterré, très bien emballé dans un sac plastique sur un chantier de construction. Ok, mais à 50 km de chez elle. Vraiment rien à voir. À l'intérieur, il y a des vêtements et des livres qui lui appartenaient, ainsi qu'un article qu'on ne reconnaît pas comme étant le sien. Malheureusement, on n'a pas le nom ou l'objet en question, mais on sait qu'il y avait quelque chose vraiment pas à sa place. Et là, évidemment, 2 grosses questions. Qui a enterré ce sac? Et surtout, pourquoi à 50 km de chez elle? Ça va raviver l'enquête qui va se poursuivre pendant des années. En 2015, le FBI va rouvrir le dossier et va publier un portrait robot d'Asha vieilli, imaginant plus ou moins à quoi elle ressemblerait aujourd'hui. Et au passage, ils vont aussi révéler une nouvelle piste. Elle pourrait, potentiellement, avoir été vue près d'un bâtiment abandonné le jour de sa disparition. En 2024, il y a eu pas mal d'avancements, il y a des mandats de perquisition qui ont été faits, il y a des messages qui ont été trouvés, pour l'instant rien n'est encore public, mais ça avance vraiment dans la bonne direction. Malheureusement, 25 ans plus tard, Asha de Gris reste introuvable. Son cas est l'un des plus mystérieux de l'histoire des disparitions d'enfants aux États-Unis. Est-ce qu'elle s'est enfuie? Est-ce qu'elle a été manipulée par quelqu'un? Est-ce qu'elle a été victime d'un crime? C'est dur à dire et ça reste une grosse énigme. Babushka Lady. Le 22 novembre 1963, à Dealey Plaza à Dallas, une femme au foulard bien distinctif, que je pense que vous devez déjà avoir vu, filme l'assassinat du président John Fitzgerald Kennedy. La femme va être rapidement surnommée la Babushka Lady en raison de son foulard traditionnel russe, et elle pourrait détenir des images inédites de cet événement. Évidemment, elle est tout devant. Et là, en fait, beaucoup de témoins rapportent avoir vu la Babushka Lady filmer la scène, prendre des photos et être là sur quasiment tous les plans, et souvent devant. Assez rapidement, Beverly Oliver, c'est une jeune danseuse de 17 ans, va affirmer être cette femme et avoir filmé l'événement avec une caméra. Elle dit que la caméra en question était un Yashica 8mm et vous allez voir qu'elle va se griller elle-même parce qu'il y a des incohérences. Par exemple, la date de commercialisation de l'appareil était en 1969, donc sa version est complètement remise en question. Un peu plus tard, un petit comité qui s'occupe des assassinats, en 1979 précisément, indique ne pas avoir pu localiser le film de la Babushka Lady, malgré tous les efforts pour le retrouver. Et là en fait ce qui va devenir un mystère c'est... Mais où sont donc toutes ces images de la Babushka Lady? Ces photos, ces films, les gens les veulent en fait parce qu'elle était vraiment au premier plan, elle tient des choses plutôt incroyables, des choses qui sont très peu documentées et qui ont donc beaucoup de valeur. Et malgré tous les efforts déployés, eh bien personne n'arrive à retrouver le film de la Babushka Lady. Certains pensent que la bande pourrait avoir été saisie par le FBI éventuellement et du coup jamais diffusée publiquement, et d'autres pensent que la Babushka Lady pourrait être une espionne soviétique cherchant à recueillir des informations sur l'assassinat. En vérité, on n'en sait pas plus et malgré les témoignages et les recherches, aucun film ou photo supplémentaire de la Babushka Lady n'ont été retrouvés, laissant son rôle et les images potentielles qu'elle détient enveloppés de mystère. Et même si c'est un mystère quand même plus léger, je trouve qu'il a bel et bien sa place dans cet iceberg. L'île de la Bermeja. Au large de la côte nord de la péninsule du Yucatan, il y a une île nommée Bermeja, et elle a longtemps figuré sur les cartes maritimes, notamment entre le 16e et le 20e siècle. Le problème maintenant, c'est que malgré des recherches approfondies, des recherches récentes au 21e siècle, personne n'arrive à prouver son existence, et du coup, eh bien ça alimente mystère et spéculation. Beaucoup d'expéditions ont été menées en bateau, en avion, à pied, peut-être pas à pied, mais voilà, vous me comprenez, et en fait l'île n'a jamais été trouvée. C'est une vraie île fantôme, jamais trouvée. La première fois qu'elle a été mentionnée, cette île, c'est sur le livre d'Alfonso Santa Cruz, en 1539. L'île, elle était décrite comme ayant une teinte blonde ou rougeâtre, d'où son nom Bermeja d'ailleurs. Ensuite, on retrouve des cartes jusqu'en à peu près 1946, et avec ces cartes, on arrive justement avec précision à la situer dans le golfe du Mexique. Maintenant, le truc, c'est que personne n'arrive à la trouver physiquement, personne n'arrive à aller dessus. Et du coup, l'absence de Bermeja, l'absence physique de cette île, eh bien, ça a des implications majeures pour la délimitation des zones économiques entre le Mexique et les États-Unis, et notamment concernant des gisements de pétrole. Là, il y a une petite théorie que je trouve assez cool, quoique pas cool pour l'autre côté, mais en fait, ça dit que l'île aurait été supprimée volontairement par les États-Unis pour agrandir leur territoire maritime. Parce que forcément, si ça appartient pas à l'un, eh bien, ça appartient à l'autre.
Des théories plus radicales suggèrent même que la CIA aurait détruit l'île pour sécuriser les ressources pétrolières. Et du coup, l'île de Bermeja est une énigme géographique et politique. Son absence sur les cartes modernes, évidemment, ça suscite des interrogations sur les pratiques cartographiques anciennes et nouvelles, avec les enjeux géopolitiques liés aux ressources naturelles, etc., etc. Charles Peck. Le 12 septembre 2008, la Californie a été secouée par un accident ferroviaire très mauvais, tragique, survenu à Chatsworth. Ce triste jour, un train Metrolink a percuté un autre train qui était en stationnement et il y a eu au total 25 décès et plus de 130 blessés. Parmi les victimes, il y avait Charles Peck, un agent de service clientèle de 49 ans qui était en route pour un entretien d'embauche à Los Angeles. Ce qui rend cette histoire particulièrement étrange et touchante, c'est que Charles Peck a continué d'appeler sa famille après être décédé. Mais là, je ne parle pas de minutes. Pendant les 11 heures qui ont suivi le crash, son téléphone a émis 35 appels, principalement vers sa fiancée, vers sa sœur et vers ses amis. Et là, ça devient encore plus bizarre. Lorsqu'il répondait au téléphone, il n'entendait que des bruits de fond, un espèce de bruit blanc étrange, des crépitements, et ensuite la ligne restait silencieuse. À chaque appel, et c'est normal, l'angoisse montait. Comment un téléphone pouvait-il continuer à fonctionner après un tel impact ? Et si Charles était toujours en vie, piégé quelque part, essayant d'appeler à l'aide ? Évidemment, ce phénomène où le téléphone va continuer d'appeler, de sonner après le décès de son propriétaire, a déconcerté les enquêteurs, les témoins et la famille. Mais l'histoire va devenir encore plus troublante, vous allez voir. Il y a un petit détail, Charles Peck n'a pas été retrouvé immédiatement après le crash. Ce n'est qu'après des heures de recherche intensive, guidées par le signal du téléphone, qu'un groupe de sauveteurs découvre son corps dans les décombres du train. Et est-ce que vous vous rappelez quand je vous ai dit que pendant 11 heures le téléphone avait continué d'appeler ? Et là les gens ont commencé à spéculer, et s'il était encore en vie, et s'il essayait d'appeler à l'aide ? Mais non, en fait, cette théorie n'est pas valable. Ils ont compris très rapidement qu'il était décédé des suites de l'accident, bien avant que les appels ne commencent. Donc, on peut éliminer cette piste. Mais en vérité, l'énigme persiste. Et le truc, c'est qu'ils ont retrouvé Charles, mais ils n'ont pas retrouvé son téléphone. Alors, voilà, la question c'est, est-ce que les appels ont été causés à cause d'un dysfonctionnement technologique ? Est-ce que c'était une décharge résiduelle d'énergie ou un petit plaisantin, peut-être ? Ce qui ressort le plus, c'est que les appels auraient pu avoir été générés par une erreur réseau, un espèce de signal fantôme, mais pour beaucoup, et c'est normal, cette explication n'est pas suffisante. Et du coup, c'est un peu triste comme fin, mais les proches de Charles Peck n'ont toujours pas d'idée de ce qui a pu se passer. Est-ce qu'il était encore en vie ? Est-ce que c'est quelque chose de plus paranormal derrière ? On ne sait pas et on ne saura sûrement jamais. La maladie du fossoyeur. Au 19e siècle, dans les cimetières de New York, un phénomène étrange connu sous le nom de corpse quake a frappé plusieurs fossoyeurs, notamment dans le cimetière de Cypress Hills. Et là, si on ressort un vieil article du New York World qui date de 1889, ils décrivent cette maladie comme quelque chose d'étrange qui se manifestait par des tremblements incontrôlables, un peu comme ceux du paludisme, mais uniquement chez les personnes travaillant dans des conditions particulières, dans des morgues ou encore dans des cimetières. Et du coup, ce qu'il en ressort, c'est que le corpse quake est causé par une combinaison de facteurs physiques et psychologiques. Évidemment, quand on est fossoyeur, on passe ses journées à manipuler des corps, creuser des tombes, être parfois sous la pluie, dans des endroits peut-être un petit peu morbides aussi, donc ça peut se comprendre quelque part. Cet article spécifiquement raconte l'histoire de 3 fossoyeurs qui, après plusieurs années de service, ont commencé à souffrir de tremblements, ont commencé à souffrir de peur, d'angoisse, et principalement quand ils manipulaient des outils comme une pelle. Sur ces 3, il y en a notamment un d'entre eux qui est vraiment choquant. Un homme habituellement en bonne santé, calme, jovial, a un jour commencé à trembler dès qu'il plongeait sa pelle dans le sol. À la première pelletée, l'homme était pris de tremblements incroyables. Au début, ses collègues, ils ont pensé qu'il était juste fatigué et épuisé de son travail. Mais les tremblements se sont intensifiés au fur et à mesure, et du coup, il était impossible de travailler. Et il y a même une note qui dit que le simple fait de parler de pelle à cet homme commençait à lui créer des crises. C'était il y a presque 200 ans et les médecins de l'époque étaient fascinés par le phénomène. Si certains ont suggéré que les tremblements étaient causés par des facteurs psychologiques liés à un stress par exemple ou à une peur des cadavres, d'autres ont émis une hypothèse sur des influences environnementales, par exemple l'air humide, les miasmes ou alors les toxines libérées par les corps. Et du coup, avec les années, le corpse quake, c'est un sujet un petit peu bizarre, quelque part entre psychologie, symptômes de travail, c'est un petit peu confus, mais ça reste intéressant quand même. Dale Williams.
Le 27 mai 1999, Dale Williams, un homme d'affaires prospère du Nucla dans le Colorado, âgé de 42 ans, a disparu sans laisser de traces. C'était le propriétaire d'une petite échoppe nommée le Dale's Pro Body Shop et de plusieurs autres entreprises à côté. Il était également un membre actif de sa communauté, un bon père pour ses 2 petites adolescentes et c'était de manière globale une très bonne personne. Et gardez cette information en tête parce que c'est important pour la suite. Ce jour-là, Dale a effectué une visite matinale au magasin de son ami, Tammy Lawrence, vers à peu près 12h05. Il devait la rencontrer pour discuter d'une banale réparation de pare-brise. Malheureusement, il lui a dit qu'il ne pourrait pas la faire avant le mercredi d'après, et c'est un détail qu'elle a trouvé inhabituel, parce qu'il aurait simplement pu l'appeler au lieu d'y aller. Et justement, après cette visite, Dale a disparu, complètement, et sa famille n'a plus jamais eu de nouvelles de lui. On va remonter 24 heures en arrière pour que vous compreniez un petit peu l'impact que ça a eu. Du coup, le soir de la disparition, son épouse Diana, inquiète de ne pas le voir, a tenté de l'appeler plusieurs fois, à son atelier, sur son téléphone, mais aucun succès. Elle a supposé du coup qu'il était absorbé par son travail et que c'était normal. Mais le truc c'est que le lendemain matin, quand elle s'est levée et qu'elle a déposé les enfants à l'école et qu'il n'était toujours pas là, Diana est allée à son atelier, à l'atelier de Dale. Et là, son pick-up n'était pas là, mais son téléphone portable était sur place. Et forcément, cette découverte a renforcé ses inquiétudes concernant la disparition. Et maintenant, on va avancer de quelques semaines, le 4 juillet 99, il y avait un groupe de personnes qui se baignaient dans une petite rivière du côté de Montrose et ils ont vu un pick-up immergé, un petit peu plus loin, caché par des rochers. Et évidemment, ils ont appelé la police, qui sont rapidement arrivés, et ils ont identifié le véhicule comme étant celui de Dale Williams. Et là, ils ont mis en place un gros dispositif, ils ont fait des recherches approfondies, mais l'homme n'était pas dans le coin, ils ne l'ont jamais retrouvé. Et l'histoire est devenue encore plus bizarre après ça. Au fil des années, il y a eu plusieurs théories, évidemment, qui ont émergé, et toutes ces théories nous amènent plus ou moins jusqu'au mois d'octobre 2024, où on retrouve Dan Bishop, un ami d'enfance de Dale, qui a été arrêté pour suspicion de meurtre au premier degré de Dale. En fait, la petite histoire, c'est que la famille de Dale avait aidé la femme de Bishop, donc celui qui a été arrêté, à le fuir, lui, pour cause de relations abusives. Elle se faisait frapper, malheureusement. Et du coup, les enquêteurs ont pensé que ça aurait pu avoir un rôle à jouer dans les événements menant à la disparition de Dale. Malgré tout ça, malheureusement, on n'en sait pas beaucoup plus et le mystère entourant la disparition de Dale, il reste irrésolu. Les autorités continuent tant bien que mal d'examiner tout ce qu'ils peuvent, d'essayer de trouver de plus en plus de choses, mais malheureusement, plus les années passent et plus les chances de trouver une vraie réponse s'amoindrissent. David Chase. Le 15 octobre 1995, David Chase, un menuisier de Evergreen dans le Colorado, a été retrouvé noyé dans la rivière Bear Creek. Mais là, je vous propose qu'on revienne quelques mois en arrière pour comprendre un petit peu mieux cette fameuse noyade. Son épouse, Judy, a rapidement éliminé la piste de l'accident et a suspecté un acte criminel, surtout en raison des circonstances troublantes qui étaient autour de sa disparition. Du coup, le 6 juin 1995, David était en train de travailler avec un de ses collègues, un certain Matt Oraoske, pour terminer un chantier au Elks Club. Une fois leur matinée terminée, ils ont pris un déjeuner, ils sont allés manger un bout, et Matt a déposé David au Bears Creek Saloon, un bar local vers à peu près 14h. Et la suite, vous la connaissez déjà. 6 semaines plus tard, le corps de David a été retrouvé dans la rivière, à peu près 5 km du bar. Du coup, il y a eu une autopsie, et l'autopsie a conclu à la noyade. Mais Judy ne voulait pas y croire. Et elle a plutôt des bonnes raisons, elle a relevé pas mal d'incohérences. Déjà, il y avait un problème au niveau de l'alcoolémie. Le collègue, Matt, disait qu'ils avaient bu énormément. Par contre, l'autopsie disait qu'il y avait une absence d'alcoolémie élevée dans le sang. Ensuite, le corps de David montrait une fracture au niveau du cou et des coupures sur les jambes, suggérant une violence préalable qui n'avait rien à voir avec une noyade ou même une chute. Et finalement, elle a noté que ses vêtements avaient été partiellement enlevés. D'habitude, Dean mettait toujours ses jeans bien dans ses bottes et difficiles à enlever, et c'était plus le cas. Mais si c'était que ça, et vous me connaissez, ce serait juste un cold case, et il aurait probablement même pas sa place dans cet iceberg. L'affaire a pris une tournure vraiment bizarre lorsque notre nouveau protagoniste, un célèbre détective privé du nom de Phil Harris, a rapporté avoir entendu une voix dans sa tête. Et cette voix, elle lui a dit « Je suis David Chase, j'ai été assassiné. Je veux que vous enquêtiez sur mon meurtre. » C'est assez bizarre, ok, mais guidé par son instinct, Phil a commencé à enquêter dessus, et il a rapidement rencontré Judy. Il a partagé avec elle des détails personnels, et ces détails personnels, seul David pouvait les connaître.
Du coup, Judy s'est dit que peut-être Phil ne disait pas que des bêtises et elle a commencé à le croire. Et du coup, lui, de son côté, il a accepté d'enquêter sur l'affaire pour $1 seul symbolique. Lors d'un nouvel interrogatoire, Matt, le collègue qui était avec lui le jour de la noyade, a modifié certains points un peu bizarres de son récit. Il a ajouté que dans l'après-midi, ils étaient allés se désaltérer dans la rivière en question et que David avait sauté pour se rendre à Morrison, une ville voisine, à la nage. Malgré tous les efforts de Phil Harris et de Judy, le manque de preuves font que l'affaire reste non résolue. Les circonstances entourant la mort de David Chase demeurent mystérieuses et l'identité de son agresseur potentiel reste inconnue, mais David demeure le principal suspect. Le vol 19. Le 5 décembre 1945, 5 bombardiers torpilleurs TBM Avenger de la marine américaine, ça ressemble un peu à ça, ont été désignés sous le nom du vol 19. Et ce même jour, ils ont tous mystérieusement disparu au-dessus du triangle des Bermudes lors d'un exercice d'entraînement. Et quand je dis tous, c'est vraiment tous. Les 14 membres de l'équipage ont été portés disparus sans laisser de traces, alimentant du coup immédiatement beaucoup de spéculations et de théories. Le vol 19 était composé de 5 avions, sous le commandement de Charles Tyler, un pilote expérimenté avec plus de 2500 heures de vol, donc pas un rookie. L'exercice qu'ils devaient faire était plutôt simple, ça combinait des manœuvres et des bombardements, et ils en avaient plus ou moins tous l'habitude. Apparemment, ce qui a commencé à faire dévier l'équipage, c'est un problème de compas, et du coup, ils pensaient être au-dessus des Keys de Floride, et ils étaient en réalité au-dessus des îles Bahamas, ce qui les a conduits en mer ouverte. Et là, plus rien, aucune émission radio, pas de SOS, rien du tout, une disparition pleine et totale. Après la disparition, une énorme opération de recherche a été lancée, impliquant notamment un hydravion PBM Mariner. Malheureusement, cet appareil a également disparu. Les enquêtes ont suggéré que les erreurs de navigation, combinées à des conditions météorologiques changeantes, pas toujours bien, étaient responsables de la perte du vol 19. Mais ça reste quand même 6 avions qui disparaissent, et même pas un crash ou quoi que ce soit, rien, ils ont disparu. Évidemment qu'un gros dispositif de recherche a été mis en place, mais rien, ni personne n'a été retrouvé à ce jour. La grande non-conformité. Vous devez sûrement savoir qu'en fouillant les couches géologiques de notre planète à divers endroits, on peut retracer plus ou moins notre passé. Eh bien, la grande non-conformité est l'une des anomalies les plus fascinantes du registre géologique de la Terre. En fait, et je vais essayer de rester simple dans mon explication parce que c'est pas évident, ça se caractérise par une lacune des couches géologiques s'étendant sur environ 1,2 à 1,6 milliard d'années. Et pendant cette période, il n'y a aucune information géologique qu'on ne peut trouver ou extraire. C'est comme si ça avait été effacé ou ignoré. C'est une vraie absence physique de couches sédimentaires et du coup ça marque un vide. C'est comme si une période de cette planète avait été supprimée ou n'avait tout simplement pas existé. Et cette absence de sédiments, elle n'est pas qu'à un seul endroit. Elle a été vue en Chine, en Inde, aux États-Unis, et du coup c'est un phénomène global. C'est un mystère qui peut être difficile à comprendre, qui est tout aussi difficile à théoriser, mais en gros, voici les plus grandes théories. La glaciation mondiale, une théorie qui dit qu'il y aurait eu des événements glaciaires majeurs, et du coup il y aurait eu une grosse érosion. Des événements tectoniques, par exemple des mouvements tectoniques, tout simplement, qui auraient créé une déformation ou une malformation. Ou alors une érosion causée par des changements climatiques, par exemple la variation des niveaux marins. Toujours est-il que la grande non-conformité reste un domaine fascinant et c'est mystérieux pour les géologues du monde entier parce que ça représente vraiment un vide énigmatique dans l'histoire de la planète. La famille Jamison. Le 8 octobre 2009, la famille Jamison, composée de Bobby Jamison, de son épouse Sherilyn Jamison et de leur fille Madison, a disparu de manière inexpliquée dans la forêt de la région de Red Oak, dans l'est de l'Oklahoma, laissant derrière eux un des plus gros mystères non résolus. Le matin du 8 octobre, donc le jour en question, ils se sont rendus à une visite pour potentiellement acheter une propriété, et ce qui semblait être une simple visite de routine s'est rapidement transformé en un vrai mystère. Ce jour-là, Bobby, Sherilyn et Madison ont été vus par des caméras de sécurité en train de méthodiquement charger leur camionnette, mais à un point tel que le comportement était plutôt bizarre et plusieurs témoins ont dit l'avoir trouvé étrange. Il semblait déconnecté de la réalité, presque mécanique. Clairement, et ça se sentait, il y avait quelque chose de bizarre, quelque chose se tramait, quelque chose se préparait, et ça pouvait se voir, et ce, bien avant leur disparition. Quelques jours après leur disparition, le véhicule familial a été retrouvé abandonné à environ à peu près 8 km de là où la famille voulait visiter le terrain.
Et c'était déjà un peu bizarre parce que leur camionnette était garée dans une zone éloignée de la route, un endroit vraiment peu fréquenté, et c'était comme si quelqu'un avait voulu le cacher. À l'intérieur du véhicule, les autorités ont trouvé plusieurs objets qui ne devraient plus y être. Par exemple, il y avait un portefeuille, des cartes d'identité, des téléphones portables, un GPS et un gros montant en cash, environ 32 000 €. En novembre 2013, près de 4 ans après leur disparition, des chasseurs ont découvert des restes humains dans une zone reculée du comté de Latimer, à environ 8 km, encore une fois, du lieu où le véhicule avait été retrouvé. Ces restes étaient déjà dans un état de décomposition avancé, évidemment, après 4 ans. Mais malgré tout, l'office du médecin légiste a pu faire son travail et il a confirmé que ces restes appartenaient bien à la famille Jamison. Cependant, et c'est là le problème, malgré l'identification, aucune cause du décès n'a pu être déterminée, ce qui a laissé planer de nombreux mystères autour de cette disparition. Évidemment, plusieurs théories ont été mises en avant pour comprendre la disparition de la famille Jamison, mais aucune d'entre elles n'a été confirmée. Ceci dit, il y en a 2 qui reviennent le plus souvent et qui sont les plus plausibles. Soit un règlement de compte, tout simplement, ou soit un suivi collectif. Maintenant, il faut savoir qu'il y a eu plusieurs pistes. La première, c'est le fait que le père de Bobby était connu pour des activités illégales, notamment touchant à la drogue, et possédait un passé criminel assez lourd. Mais malheureusement, tout reste flou et il n'y a plus personne pour en parler. Et malgré tout, beaucoup de choses ne collent pas. Pourquoi, sur les vidéos de surveillance, avant de partir, on pouvait déjà ressentir que quelque chose n'allait pas? Pourquoi une telle somme en cash? Pourquoi avoir prétendu aller visiter une propriété en vente alors qu'ils n'y sont même pas allés? La disparition de la famille Jamison demeure l'un des plus gros mystères non résolus de l'Oklahoma. Et malheureusement, il est probable que les questions qui entourent cette affaire continueront à nous hanter et à hanter les enquêteurs encore de longues années. Kenneka Jenkins. Le 9 septembre 2017, Kenneka Jenkins, une jeune femme de 19 ans, originaire de Chicago, disparaît après avoir assisté à une fête dans un hôtel de Rosemont en Illinois. Du coup, la fête se déroule dans une des chambres de l'hôtel, elle se passe très bien, elle bat son plein, il y a de la musique, il y a de l'alcool, et tout le monde s'amuse. À un moment donné, Kenneka va décider de quitter la chambre pour rejoindre un autre endroit, dans l'hôtel. Mais là, personne ne sait dans quel autre endroit elle veut aller. Elle ne le dit à personne et ses amis la laissent partir. Mais ne la voient jamais revenir. Et les heures défilent, l'heure tourne et elle ne revient pas. Alors ils vont la chercher dans les couloirs, à l'extérieur, à l'intérieur, à la réception, un petit peu partout, mais ils ne la trouvent pas. Elle est nulle part. Kenneka semble tout simplement s'être volatilisée. Quelques heures plus tard, ses amis, quand même inquiets, finissent par alerter la direction de l'hôtel et la police. L'enquête débute rapidement, mais au début, il n'y a rien. Pas de piste, rien du tout. Mais c'est le lendemain de sa disparition que l'histoire va prendre un tournant inattendu. Plus précisément avec une vidéo de surveillance. Je vous en passe quelques extraits. La personne que vous voyez là, qui déambule, c'est Kenneka. Elle erre seule dans les couloirs de l'hôtel et elle est clairement désorientée. Elle marche lentement, elle se cogne contre les murs et son comportement semble étrange. Elle essaye d'ouvrir plusieurs portes avant de disparaître du champ de vision des caméras. Le personnel de l'hôtel, après avoir visionné les vidéos, va faire un peu preuve de logique et ils vont découvrir quelque chose de choquant. Kenneka Jenkins est retrouvée dans un congélateur réfrigéré, dans une des cuisines non utilisées et dans une zone fermée de l'hôtel. Mais en fait, la question qui se pose ici, c'est comment Kenneka a pu se retrouver dans cet endroit isolé. Très probablement, il devait y avoir des pancartes qui disaient interdiction d'entrée, ou même peut-être la pièce était verrouillée ou bloquée. Tout ça sans que personne ne l'ait vu et que la personne en garde ce jour-là, cette nuit-là, qui regarde les vidéos de surveillance, n'ait rien vu non plus. Ça fait quand même beaucoup. Lorsque son corps à Kenneka va être retrouvé, l'autopsie va être rapidement faite. Mais il y a des choses vraiment bizarres. Déjà, il est confirmé qu'elle est décédée par hypothermie, une conséquence de l'exposition au froid normal d'un congélateur. Aussi, il faut savoir qu'il y a de l'alcool présent dans son système, mais ce n'est pas tout. Les tests vont révéler la présence de topiramate dans son sang, un médicament utilisé pour traiter des choses comme l'épilepsie et les migraines. Médicament qui, évidemment, couplé à l'alcool, va créer un mélange à éviter, on va dire. Et c'est là que c'est bizarre. Kenneka n'avait pas de prescription pour ce médicament et elle n'est pas connue pour en prendre, sa mère l'a confirmé. Et là, en plus de tout le reste, ça va soulever une question importante. Comment ce médicament s'est retrouvé dans son verre et dans son organisme? La gestion de l'hôtel et de la scène de crime a également été mise en question.
Des témoins ont signalé que l'hôtel semblait négliger de surveiller correctement les événements. Et c'est vrai qu'ils auraient pu voir, parce qu'il y a forcément quelqu'un qui surveille les caméras, ils auraient pu voir Keneka passer et voir qu'elle avait besoin d'aide. Du coup, par la force des choses, de plus en plus de critiques ont émergé sur la manière dont la police a traité l'enquête, surtout au début. Aussi, il y a quelque chose d'assez bizarre, c'est que l'hôtel n'a pas voulu donner les vidéos immédiatement, ils ont pris plusieurs jours. Et ça, forcément, ça a soulevé la question de la manipulation vidéo. Et si quelque chose ou quelqu'un avait été supprimé des pistes vidéo? Ce n'est pas impossible. Et du coup, pour finir, il y a des théories qui suggèrent que Keneka aurait pu être victime d'une agression, ou même peut-être d'un acte malveillant. Admettons que quelqu'un ait profité de son ivresse, de son état vraiment second, pour la tirer au niveau du frigo, avant de la pousser et de la bloquer à l'intérieur. Le truc, c'est qu'avec le dernier angle de caméra que l'on voit, on la voit dans la cuisine, près des frigos, mais on n'en voit pas plus, c'est tout. Du coup, tout devient spéculation et aucune preuve solide n'a émergé pour soutenir ces hypothèses. Le SOS du mont Asahi. Le 24 juillet 1989, lors de recherches pour trouver 2 randonneurs disparus, quelque part entre le mont Kuro et le mont Asahi, un hélicoptère de la police de Hokkaido va repérer un gigantesque signe SOS formé avec des billots de bois de 5 mètres de long, situé un peu plus au sud du mont Asahi, près de la rivière Chubetsu. Évidemment, la police va intensifier les recherches autour du SOS et les 2 randonneurs vont être retrouvés à quelques kilomètres à peine du signe et secourus rapidement. Fin de l'histoire et entrée suivante. Bon, ok, c'est pas le cas. Ce n'est pas eux. Ils n'ont rien à voir avec le géant SOS visible du ciel, ce qui laisse deviner évidemment qu'une 3e personne est bloquée dans les environs. Le lendemain, une équipe de secours découvre des ossements humains à plus ou moins 100 mètres du signe SOS. Et là, ça va devenir de plus en plus bizarre. Déjà, les restes présentent des marques de morsures d'animaux, et divers objets personnels sont retrouvés à proximité, comme par exemple des cassettes audio, un magnétophone, un sac à dos, et des amulettes. Le tout va être analysé rapidement, et justement, ce qui va en ressortir, c'est que ces restes appartiennent à une femme âgée entre 20 et 40 ans. Mais le décès remonte à bien trop longtemps, du coup difficile d'en dire plus. Et quand je vous dis que ça va devenir bizarre, écoutez bien. La police va écouter les cassettes et ça va révéler l'enregistrement d'un homme qui appelle à l'aide pendant 2 minutes et 17 secondes. Évidemment, l'enregistrement va susciter des interrogations, parce qu'il est difficile de déterminer avec la voix, simplement, si elle appartient à une des personnes dont les restes ont été retrouvés. Et même pire que ça, on aurait tendance à dire que non, parce que ça matchait à 98% avec le corps d'une femme. Toujours en continuant de fouiller dans les environs, une carte d'identité va être retrouvée parmi les effets personnels sur le sol. Ce serait celle d'un certain Kenji Iwamura. C'est un randonneur disparu en 1984, soit 5 ans plus tôt. Évidemment, ses parents vont être immédiatement interrogés, mais ils ne reconnaissent pas la voix qui est jouée, ce n'est pas celle de leur fils. Malgré tout, la piste suggère que les ossements pourraient appartenir à Kenji Iwamura, compte tenu de la présence de ses effets personnels. Mais c'est vrai que c'est bizarre, la confusion persiste, et surtout parce qu'il n'y a pas d'identification de la personne féminine, de la 2e personne, de celle dont on entend la voix, tout vient un petit peu s'entremêler ici et c'est vraiment bizarre. Il y a aussi un truc qu'il faut que je vous dise, la construction du signe SOS, qu'il y avait en grand sur 5 mètres, nécessite apparemment l'effort de plusieurs personnes, et des outils pour abattre les arbres. Or, il n'y avait rien, et c'est pas sa voix sur les cassettes. Donc, Kenji Iwamura était ici, ok, il a été retrouvé, mais il y a encore 2 autres personnes. Malgré toutes les investigations approfondies, c'est un mystère qui demeure épais, avec au moins 3 personnes impliquées dedans. De tout l'iceberg, c'est probablement mon entrée préférée et j'ai vraiment envie d'en faire une vidéo longue. Dites-moi un peu ce que vous en pensez, si ça peut être intéressant. Je sais que Nexpo en a fait une il y a quelques mois en arrière, donc est-ce que c'est un peu trop tôt parce que vous l'avez déjà vu, ou alors au contraire est-ce que ça vous intéresserait parce que vous comprenez pas bien l'anglais? Dites-le moi, mais dans tous les cas, ça me fascine. Tara Kaliko. Je suis à peu près certain que vous connaissez ce cas sans le savoir, et je vais vous aider. Cette photo, est-ce qu'elle vous dit quelque chose ? Le 20 septembre 1988, Tara Kaliko, une jeune femme de 19 ans originaire de Belen au Nouveau-Mexique, va disparaître alors qu'elle effectue sa routine matinale de vélo. Ce jour-là, elle avait aussi prévu de retrouver son petit ami vers 12h30 pour jouer au tennis avec lui, mais elle ne le retrouvera jamais, évidemment. Elle ne rentrera même pas à la maison en fin de matinée et du coup c'est sa maman, inquiète de son retard, qui va partir à sa recherche, mais elle ne va trouver aucune trace de Tara.
Rapidement, la police est prévenue et un dispositif est mis en place, comme d'habitude. Un peu plus tard, ils vont trouver des morceaux du Walkman de Tara et une cassette qui vont être découverts le long de la route, chose peu normale car s'il était simplement tombé, Tara l'aurait sûrement récupéré lors de son retour. Et c'est alors une piste criminelle qui va être évoquée, et puis plus rien. En juillet 1989, près de 10 mois après sa disparition, une photo Polaroid est retrouvée sur un parking, près d'un magasin à Port-Saint-Joe, en Floride. La photo montre une jeune femme et un garçon bâillonnés et liés. Et du coup, oui, c'est cette fameuse photo que je vous ai montrée un peu plus tôt. Les amis de la famille reconnaissent des ressemblances avec Tara, mais le garçon reste inconnu. La maman de Tara, après examen, note aussi qu'une cicatrice sur la jambe de la femme correspond exactement à celle de sa fille. Malheureusement, en 1998, Tara est déclarée morte par homicide, bien que le corps n'ait jamais été retrouvé. Et du coup, avance rapide, 10 ans plus tard, en 2008, le shérif du comté de Valencia, René Rivera, va suggérer, à la suite d'une piste, que 2 adolescents auraient peut-être heurté Tara avec leur camionnette, paniqué et l'auraient tuée avant de dissimuler les preuves. Cependant, sans corps ni preuve tangible, aucune accusation ne peut être portée. Malgré tout, 5 ans plus tard, en 2013, une équipe spéciale est formée pour réexaminer l'affaire, mais encore une fois, aucune arrestation n'est effectuée. Et là, on va faire un bond de 10 ans dans le temps, jusqu'en juin 2023. L'équipe spéciale qui avait été 10 ans avant nommée pour s'occuper du cas, ils ont trouvé quelque chose de probant et ils envisagent d'attaquer une personne en justice. On n'en sait pas plus, ça reste confidentiel, mais il y a de l'avancement. The Watcher. En juin 2014, Derek et Maria Brodus ont acheté une belle maison pour $1 million au 657 boulevard à Westfield dans le New Jersey. C'est une ville qui est considérée comme l'une des plus sûres de l'État. Et seulement 3 jours après avoir finalisé leur achat, ils ont reçu une lettre bien étrange adressée au nouveau propriétaire. Cette lettre commençait de façon plus ou moins amicale, mais devenait rapidement bizarre. L'expéditeur, qui se faisait appeler The Watcher, ou le surveilleur en français, prétendait que sa famille surveillait la maison depuis des décennies. Alors ouais, c'est bizarre, mais plus troublant encore, la lettre mentionnait le minivan de la famille, leur projet de rénovation et des détails sur leurs enfants, que personne d'autre ne pouvait connaître que eux. Évidemment, comme n'importe qui de normal, ils ont prévenu la police immédiatement et ils ont aussi appelé les anciens propriétaires, les Woods. Et là, chose assez flippante, les Woods eux aussi ont reçu une lettre similaire, mais c'était juste avant de déménager et du coup, ils en ont pas vraiment tenu compte, ils se sont dit « oh c'est une blague » et hop, poubelle. 2 semaines plus tard, une deuxième lettre est arrivée, adressée cette fois-ci aux Brodus par leur nom. Le Watcher mentionnait les modifications apportées à la maison et faisait référence aux enfants par leur date de naissance, par leur surnom et demandait si l'un d'eux était l'artiste de la famille. En gros, là peut-être que ça fait pas beaucoup de sens, mais clairement le mec les espionnait et il en savait déjà beaucoup trop sur eux. Il disait même dans la lettre qu'il les observait à travers les fenêtres et disait contrôler la maison depuis près de 20 ans. Évidemment qu'ils ont flippé et par mesure de sécurité, la famille a cessé de s'y rendre. Et malgré l'aide d'un ancien agent du FBI et d'une entreprise de sécurité, l'identité de l'auteur n'a jamais été découverte. Ok, il y a eu plusieurs suspects envisagés, les voisins d'à côté, un couple vivant à proximité, et même la famille Brodus elle-même, mais jamais personne n'a été trouvé. En 2016, lorsque la famille a proposé de démolir et de reconstruire la maison, une 3e lettre encore plus menaçante est arrivée, évoquant des accidents, des maladies et même des potentielles morts. Du coup, non, ils n'ont pas fait démolir la maison et ils l'ont revendue. Donc finalement, ils ont réussi à vendre la maison en 2019 avec une perte d'1,5 million de dollars. Ils l'avaient acheté 1 million, ils l'ont vendu 500 000. Ça fait mal. Mekaila Bali. Mekaila Bali, 16 ans, fut déposée à l'école par sa grand-mère vers 8h15, le 8 avril 2016. On la voit sur les caméras ranger un classeur dans son casier, puis quitter l'établissement par la porte de derrière à 8h30, soit à peu près 15 minutes plus tard. Et là, les choses vont devenir sacrément bizarres, vous allez voir. Elle va se rendre chez un prêteur à gages, elle va essayer de vendre une de ses bagues, malheureusement c'est du toc donc il va refuser. Elle va ensuite aller retirer 55 $ en banque et passer près de 2 heures au Tim Hortons. Elle y rentrait et sortait sans cesse, de manière quasi frénétique, et envoyait des messages de manière tout aussi frénétique. Elle disait à son ami qu'elle avait besoin d'aide et quelques secondes après elle lui disait de laisser tomber. Un peu plus tard, on va la voir approcher une femme. Elle va lui demander de l'aide pour louer une chambre d'hôtel, se renseigner sur les différentes lignes de bus et retourner brièvement à l'école de manière complètement aléatoire pour dire à ses camarades qu'elle partait en vacances. Et si jusque-là vous pensez que son parcours est chaotique, je suis complètement d'accord avec vous.
Après ça, elle va aller déjeuner au restaurant Trailstop entre à peu près 13h et 13h45, suite à quoi Mekaïla disparut. Plus aucune trace d'elle ne sera aperçue. Elle a éteint son téléphone le lendemain, ses comptes bancaires ont été intouchés, ses médicaments et son argent d'urgence sont restés à la maison. Eh bien, beaucoup de questions et peu de réponses au final. Est-ce qu'elle est partie volontairement? Est-ce que quelqu'un l'a forcée? Est-ce qu'un prédateur l'a piégée? On ne sait rien. La police locale a visionné des milliers d'heures de vidéos pour essayer de retracer le parcours de la jeune fille après son restaurant, mais c'est un fantôme, et ça fait maintenant 9 ans que le mystère est entier. L'île de Bouvet. Au cœur de l'océan Astral, dans l'endroit le plus isolé de la planète, se cache une île très inhospitalière, enveloppée de brouillard et battue par des tempêtes à peu près 300 jours par an, l'île Bouvet. En gros, pour vous donner une image, pensez à une espèce de gros rocher volcanique recouvert de glace, entouré de falaises très très hautes, à peu près 500-1000 mètres de hauteur, et c'est si éloigné de toute civilisation que vous pourriez tracer un cercle de 1600 km autour sans rencontrer la moindre parcelle de terre. Et c'est là, justement, sur cet endroit le plus désolé au monde, le plus loin de tout ce qui se passe, que va se dérouler l'une des énigmes les plus troublantes jamais découvertes. Là, il faut savoir quand même que le contexte que je vous ai donné, je n'ai pas exagéré, c'est vraiment comme ça, c'est vraiment une île perdue au milieu de nulle part, au milieu de nulle part et au milieu de nulle part. Et du coup, eh bien, en avril 1964, il y a eu une équipe d'exploration sud-africaine qui y est allée, ok? Ils se sont posés en hélicoptère sur un plateau volcanique pas très très loin, et le lieutenant Alan Crawford a fait alors une découverte stupéfiante. Il y avait une chaloupe abandonnée, flottant dans un petit lagon juste à côté. Et à proximité, il y avait quelques objets un peu à droite à gauche. Un baril, une paire de rames et un réservoir de cuivre. Et aussi, il faut voir la tête du bateau, hein. Je suis pas en train de vous parler du Black Pearl, je suis en train de vous parler de ça, regardez. Mais du coup, d'où venait cette barque? Comment cette petite barque ridicule, et excusez-moi, avait pu atteindre l'île la plus isolée au monde? Et surtout, qu'était-il arrivé à son équipage? Aucune trace de corps, aucun campement, aucune marque d'identification sur l'embarcation, rien du tout. Rien que ce bateau fantôme dans un lagon gardé par des otaries. Et du coup, eh bien, 3 théories émergent. Soit des naufragés ayant miraculeusement traversé l'océan le plus dangereux du monde, soit une embarcation perdue lors d'un naufrage et ayant dérivé avec les années, ou soit un canot abandonné par une expédition inconnue. Et du coup, eh bien, ça a intrigué beaucoup de gens et il y a eu des recherches de fait. Et les archives ont révélé des pistes plutôt troublantes. Une expédition italienne prétendrait avoir visité l'île en 1959. Et plus bizarre encore, des scientifiques soviétiques ayant potentiellement exploré Bouvet la même année dans le plus grand des secrets. 60 ans plus tard, le mystère reste entier et cette chaloupe abandonnée comme un vaisseau fantôme un petit peu échoué aux confins du monde continue de hanter les gens avec ses questions sans réponse. Les amis, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Alors, elle est plus longue parce que, en fait, je devais la faire en 2 fois. Parce que moi, ça me fait évidemment 2 fois plus de montage, 2 fois plus de temps et tout. Mais vous avez été tellement nombreux à me dire que c'était trop court que je me suis dit, écoute, on va tout simplement, au lieu de la scinder, on va en faire en 1 fois. Et c'est pour ça que je la poste 2 semaines après. Si vous êtes vraiment chaud et si la vidéo vous a vraiment plu et si vous voulez une partie 3, activez la petite cloche de notification parce que je vais la faire si vous me le demandez et elle sera au moins d'1 heure la vidéo. Parce que je vais finir l'iceberg. Et je veux pas que vous loupiez ça. C'était Théo et à la prochaine.